Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous allons étudier les membres inférieurs. Comme le membre supérieur, le squelette du membre inférieur est divisé en 4 parties. La ceinture pelvienne, qui rattache ce membre au tronc, la cuisse, la jambe et le pied. Maintenant, nous allons voir la ceinture pelvienne. Elle est constituée par le sacrum en arrière et par les deux os iliaques latéralement et en avant. Nous avons déjà étudié le sacrum. Celui-ci s'encastre entre les deux os iliaques avec lesquels il s'articule par deux surfaces, les surfaces articulaires. L'os iliaque est un os plat de forme complexe et qui résulte de la soudure de trois os distincts chez l'embryon, l'ilion, l'ischion et le pubis. Il présente à étudier une face externe divisée elle-même en trois petites parties. Une partie supérieure, large, l'aile iliaque où s'insèrent les muscles fessiers. Une partie moyenne, occupée par une surface articulaire qui répond au fémur. Cette surface articulaire de forme hémisphérique porte le nom de cavité cotyloïde. Sa partie périphérique en forme de croissant est en contact avec la tête du fémur. Sa partie centrale rugueuse est l'arrière-fond. Une partie inférieure occupée par un large orifice ovalaire, le trou ischio-pubien ou obturateur. Chez le vivant, il est obturé par une membrane obturatrice, et par des muscles obturateurs, et livre passage par un orifice étroit au vaisseau et au nerf obturateur. Ensuite, une surface interne divisée en deux parties. La limite entre ces deux parties est formée par une crête saillante, la ligne innominée. Au-dessus de cette ligne, l'os est évasé et forme la fosse iliaque interne. Tout à fait en arrière, il s'articule avec le sacrum par la surface articulaire. Au-dessus de cette ligne, nous retrouvons le trou obturateur et son cadre osseux. Ensuite, quatre bords. Le bord supérieur, crête iliaque, est palpable sous la peau. Le bord antérieur est largement échancré. Le bord postérieur est échancré et se termine en bas par une volumineuse saillie. La tubérosité ischiatique. Le bord inférieur, enfin, présente tout à fait en avant une surface articulaire ovalaire, le symphyse pubienne, par laquelle les deux os iliaques s'articulent entre eux. L'union du sacrum et des deux os iliaques forme le bassin osseux. Celui-ci revêt la forme d'un entonnoir largement ouvert et évasé vers le haut, plus étroit au contraire vers le bas.
La partie évasée constitue le grand bassin. La partie étroite, le petit bassin. La limite entre ces deux segments est formée par la ligne innominée des deux os iliaques et en arrière par une crête saillante du sacrum, l'ensemble formant le détroit supérieur. Maintenant, nous allons voir la cuisse. Le squelette de la cuisse est formé par un seul os, le fémur. Celui-ci présente une extrémité supérieure avec une surface articulaire répondant à la cavité cotyloïde de l'os iliaque. Cette surface de forme sphérique, la tête fémorale, est supportée par une partie rétrécie, le col du fémur. Zone de grand intérêt chirurgical en raison de la fréquence des fractures à ce niveau. Ensuite, à la base du col, à sa jonction avec la diaphyse, existent deux grosses apophyses où s'insèrent de nombreux muscles, le grand et le petit trochanter. Ensuite, une diaphyse très solide de forme sensiblement triangulaire, à la coupe, avec un bord postérieur particulièrement saillant, en raison du nombre et de l'importance des insertions musculaires. À ce niveau, ce bord est la ligne âpre du fémur. Ensuite, une extrémité inférieure présentant trois surfaces articulaires. Une antérieure pour la rotule, c'est le trochlée. Deux postérieures pour le tibia, ce sont les condyles internes et externes. Les deux condyles sont séparés l'un de l'autre par une profonde échancrure, l'échancrure intercondylienne. Signalons ici la rotule, petit os aplati situé dans l'épaisseur même du tendon du quadriceps, en avant du trochlée fémoral, avec laquelle elle s'articule. La jambe. Le squelette de la jambe est formé par deux os, le tibia en dedans et le péroné en dehors. Le tibia présente une extrémité supérieure présentant deux surfaces articulaires, les cavités glénoïdes externes et internes, qui s'articulent chacune avec le condyle fémoral. Correspondant entre les deux cavités glénoïdes se trouve un petit massif osseux en saillie, l'épine tibiale, sur lesquels s'insèrent des ligaments de l'articulation du genou. Une diaphyse de forme triangulaire à la coupe avec un bord antérieur particulièrement saillant, nettement palpable sous la peau. La crête tibiale dont l'extrémité supérieure se renfle et forme la tubérosité antérieure du tibia. Une extrémité inférieure qui présente à sa face externe une surface articulaire pour le péroné. À sa face inférieure, une surface pour le tarse. Enfin, se prolonge en dedans par une saillie osseuse, la malléole tibiale ou malléole interne. Le péroné présente une extrémité supérieure avec un renflement. La tête du péroné articulée avec le tibia, supportée par une portion rétrécie, le col du péroné. Une diaphyse avec plusieurs crêtes très saillantes.
marquée par des insertions musculaires. Une extrémité inférieure articulaire avec le tibia et formant également une forte saillie, la malléole péronnière ou malléole externe. Le tibia et le péroné sont réunis l'un à l'autre par deux articulations supérieures et inférieures et par une membrane fibreuse qui les réunit l'un à l'autre sur toute la hauteur de leur diaphyse, la membrane interosseuse. Ensuite, le pied. Le squelette du pied est constitué par 26 os que l'on divise en trois parties: le tarse, le métatarse, les phalanges. Le tarse est formé par 7 os. Les deux os situés en arrière forment le tarse postérieur. Ce sont le calénium ou os du talon et l'astragale qui s'articule en haut avec les os de la jambe et en bas repose sur le calcaneum. Les autres os forment le tarse antérieur. Ce sont le scaphoïde, le cuboïde et 3 cunéiformes. Le métatarse est formé par 5 métatarsiens. Le premier est plus volumineux. Il est dépourvu de toute mobilité par rapport aux autres. Les phalanges forment le squelette des orteils. Il existe 2 phalanges pour le gros orteil et 3 pour chacun des autres orteils. Cette étude nous montre une homologie parfaite entre les deux membres supérieurs et inférieurs, le nombre et le segment à disposition de leur squelette étant semblables pour chacun d'eux. Ainsi donc, j'en ai terminé avec les membres inférieurs. Prochainement, nous verrons la nomenclature. Je vous en remercie.